Après un bon petit déjeuner, nous reprenons la route pour un petit village qui se trouve à 15 km au sud-est de Mirepoix. Cammen est le seul village du département de l'Ariège à être labellisé plus beau village de France. Lové dans une boucle de la rivière de l'Aire, au creux d'un bucolique vallon situé à quelques minutes de Mirepoix et de la Garde, la légende veut que ce soit Charlemagne qui, au retour de Roncevaux, fit construire en ce lieu un monastère et une église. Surnommée la cité aux 100 rosiers, en vérité il y en a plus de 400, c'est à partir des années 1990 qu'est encouragée la florissante tradition qui consiste pour chaque habitant à planter un rosier grimpant devant sa demeure. L'abbaye bénédictine, attestée dès le Xe siècle, se transforma avec le temps en un prieuré fortifié, témoignant ainsi de l'importance stratégique et spirituelle du lieu à travers les âges. Aujourd'hui, chaque porte, maison, grange ou garage s'accompagne d'un rosier ainsi que d'une plaque indiquant son nom. Merveilleusement bien conservé, le dispositif défensif qui entoure le noyau de cette jolie bourgade se compose de remparts et d'une porte qui rappelle l'impressionnante cité de Carcassonne. De nos jours, l'accès au village se fait encore en franchissant l'ancienne enceinte, invitant les visiteurs à explorer les richesses du passé religieux de Cammen, et à admirer ses jolies maisons ornées de rosiers. Dans les ruelles de Cammen, c'est un émerveillement lorsqu'au mois de mai, toutes les roses éclatent de beauté et de parfum. Ce geste, loin d'être anodin, s'ancre dans un héritage viticole datant du XIXe siècle, où un rosier par rangée de vignes signalait la vigueur des cultures. En 2010, une roseraie conservatoire a vu le jour à l'entrée du village. Réaménagée en 2017 pour abriter plus de 150 variétés, elle est devenue une étape incontournable de la découverte des lieux. Tous les troisièmes dimanches du mois de mai, la fête des roses à Cammen est l'événement à ne pas manquer. C'est un festival de délicates senteurs et de couleurs célébrant la splendeur des roses en pleine floraison. Embrassé par l'ensemble du village, incluant un marché gourmand et floral, des animations culturelles au sein de l'ancien prieuré et bien d'autres réjouissances. Cette fête jouit d'un cachet exceptionnel. Encore une fois, ce sont un peu plus de 15 km qui nous relient à notre nouvelle destination. Le château de Puyvert. Nous sommes garés en bas du château. La température extérieure est très élevée. Nous marcherons si possible à l'ombre. Pour nous accueillir, un poney, qui doit se prendre pour le guide,
puisqu'il accompagne les touristes, en espérant une petite gourmandise, en guise de pourboire à la fin de la visite. Le château de Puyvert est un ancien château fort dit cathare du XIIe siècle, aujourd'hui en ruine, dont les vestiges se dressent sur la commune française de Puyvert, dans le département de l'Aude. À une altitude de 605 mètres, il est posé sur une colline surplombant le village dont il tire son nom, et son lac, dans le département français de l'Aude, à 60 km au sud de Carcassonne et à 45 km à l'est de Foix. Les fonctions de ce château sont clairement guerrières, le guet et la défense. La construction daterait du XIIe siècle. Les premières mentions de l'édifice remontent à 1152, et il appartient alors à la famille de Congost, au moment de la croisade contre les Albigeois. L'accès à la cour intérieure se fait par une tour-porte, carrée, située au centre de la courtinée.
ces seigneurs puissants du Kerkorb accueillent régulièrement les grands pour de somptueuses fêtes, dont Aliénor d'Aquitaine. Pratiquent le catharisme, mais sont subitement montrés comme des hérétiques. Ainsi, en novembre 1110, le château subit un siège de 3 jours par l'armée de Thomas de Bruyères, dit Pons. Il est l'un des lieutenants de Simon de Montfort lors de la guerre contre les Albigeois, et Puyvert devient une possession du royaume. Le donjon est composé de 5 niveaux. Les 2 premiers, dont un partiellement souterrain, ont des plafonds en berceau brisés. Le 3e mène par une porte couverte en arc brisé à la chapelle XIVe siècle, décorée de colonnettes, de moulures et de blasons, au plafond voûté sur croisées d'ogives à culots sculptés, dont au mur, se trouve une piscine liturgique et des fenêtres trilobées. Au 4e, la salle des musiciens. La clé de voûte est décorée d'une Vierge à l'enfant et de Saint Michel terrassant le dragon. Au dernier étage, la plateforme défensive, à l'époque bordée par un crénelage, permet de découvrir une vue de la région du Kerkorb. Avec les châteaux de Puylaurens et d'Axam et bien sûr aussi Montségur, Perpertuse, Quéribus, Aguilar, et celui de Termes, face au royaume d'Aragon, ces forteresses étaient les postes de défense avancés dont le rôle militaire était d'empêcher les infiltrations des troupes aragonaises en provenance de la frontière toute proche à cette époque. L'enceinte de Puyvert s'étend sur une longueur de 175 mètres, sur un plan rectangulaire,
percé d'archères et séparé du plateau par un fossé, pratiquement invisible de nos jours. Aujourd'hui, il subsiste 5 tours sur les 8 initiales. Le donjon du château est la partie la mieux conservée de l'édifice, de forme carrée, dressé en 1310, il mesure 15 mètres de côté et 32 mètres de haut. Il était initialement attenant au logis seigneurial, dont il subsiste quelques pans de murs, et des fondations.
L'abbaye bénédictine de Saint-Hilaire est installée dans la pittoresque vallée du Loquet. Occupant une position dominante, au cœur de l'ancien fort médiéval de Saint-Hilaire, ce monastère à dimension humaine est organisé autour de son cloître gothique. L'abbaye est construite sur l'ancien emplacement de la chapelle Saint-Hilaire, qui fut le premier évêque de Carcassonne. Saint-Hilaire évangélisa la région du Carcassès au VIe siècle. La première mention écrite de l'abbaye date de l'an 825, et on apprend que celle-ci est d'abord dédiée à saint Saturnin, qui lui, fut le premier évêque de Toulouse. Au IXe siècle, une charte de Louis le Débonnaire autorisa les moines à élire leur abbé, afin de respecter la règle de saint Benoît. Jusqu'au XIIe siècle, l'abbaye bénéficiera de la protection des comtes de Carcassonne. L'abbatiale abrite le sarcophage de saint Saint-Cernin, œuvre majeure du maître de Cabestany. C'est ici qu'en 1531, les moines inventèrent le premier vin effervescent au monde, la blanquette. Pendant la croisade contre les Albigeois, les moines seront accusés de favoriser l'hérésie cathare, par conséquence le monastère sera pillé et ravagé. L'abbaye, quelques terres et certains biens fonciers seront cédés à la communauté dominicaine de Prouille, jusqu'en 1217. En 1246, Saint Louis ordonne au sénéchal de Carcassonne de restituer les terres à l'abbé de Saint-Hilaire. Au XIVe et XVe siècle, l'abbaye connaît de nombreuses difficultés financières, conséquence de la guerre de Cent Ans, et de la peste noire. Le monastère qui comptait 32 moines au XIIe siècle, n'en recense plus que 20 au XIVe. À partir de 1534, l'abbaye est soumise à la commande et les difficultés financières persistent, et s'aggravent. C'est durant cette période que la blanquette de Limoux est créée par les moines de Saint-Hilaire en 1531, dans les caves attenantes à l'abbaye.
Le logis abbatial, jouxte la salle capitulaire et était réservé à l'abbé. Utilisée comme salon particulier, ou chambre, elle présente une décoration remarquablement bien conservée. Sur les murs, les peintures datent du XIVe siècle, et représentent les armoiries de tous les abbés de Saint-Hilaire, avec leur nom et date d'élection. Le plafond peint à solive date de la toute fin du XVe siècle. Il présente des formes géométriques, et des représentations animales et humaines. Une partie du plafond peint a été mise au jour et restaurée au début de l'année 2013. Alors, raconte-moi quelque chose. Qu'est-ce que tu me dis? Agréable d'entendre le bruit de l'eau. Ouais. Alors, fontaine au fond, là-bas. D'être un peu au soleil.